Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur X-Space, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à ce débat de Cité MKO, le énième que l'on organise, et ce 25 août 2024, nous avons décidé de parler de la Fédération du Mali. Pour votre information, la Fédération du Mali était une tentative de réunir le Soudan français, qui est l'actuel Mali, au Sénégal, en une fédération. La Fédération du Mali a été créée le 4 avril 1959. Elle a obtenu son indépendance vis-à-vis de la patrie coloniale le 20 juin 1960. La Fédération du Mali, comme je vous l'ai rappelé, une tentative de regroupement politique en Afrique de l'Ouest, formée d'un côté par le Soudan français et de l'autre par le Sénégal, deux pays de surcroît voisins. Les prémices de la création de la Fédération du Mali remontent bien évidemment à la période de décolonisation de l'Afrique dans les années 1950, lorsque de nombreux territoires africains cherchaient justement à obtenir leur indépendance, leur autonomie, et voulaient prendre leur distance vis-à-vis des puissances coloniales européennes en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, la France. Le contexte de la décolonisation était le substrat parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un mouvement global vers la décolonisation, et ce mouvement global a pris de l'ampleur. Notamment en Afrique de l'Ouest, les colonies françaises ont commencé à revendiquer plus d'autonomie, plus d'indépendance, et toutes ont été inspirées justement par les idéaux de liberté et d'autodétermination. Il y a aussi eu un processus d'union des territoires. Les leaders politiques de l'époque croyaient que l'union de plusieurs territoires africains était le gage pour faciliter une transition plus stable vers l'indépendance, en tout cas vers la rupture avec la patrie ou les patries coloniales. L'idée était que l'unité offrirait une meilleure position pour négocier avec la France, pour ce qui la concerne, et garantir un développement économique et social plus solide et plus harmonieux des territoires jadis sous colonisation. Il y a eu aussi une influence des leaders politiques, des figures charismatiques de l'époque influentes sur les territoires africains, comme Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Modibo Keïta du Soudan français, pour ne citer que ceux-là, en Afrique francophone, ont joué bien évidemment des rôles clés dans la promotion de l'idée de la fédération. Ces leaders croyaient dans cette union une véritable et réelle opportunité de réaliser une vision panafricaine, globale, stable et déterminée et déterminante à aller de l'enfant. Il y a eu la création officielle de la Fédération du Mali le 4 avril 1959, et cette Fédération du Mali avait vocation à être un État fédéral avec un gouvernement central et des gouvernements régionaux pour chaque territoire membre. Tout cela n'était pas sans défi interne, malgré les ambitions de ses fondateurs pour ce qui concerne la Fédération du Mali. Celle-ci a rapidement rencontré des défis internes énormes, notamment
est apparu ou sont apparues des divergences politiques et économiques entre le Sénégal d'un côté et le Soudan français de l'autre. N'oublions pas que ces processus de fédération impliquaient à l'origine le Dahomey, qui est l'actuel Bénin, au Burkina Faso, qui était anciennement la Haute-Volta. Et les tensions qui sont nées entre le Sénégal et le Soudan ont conduit bien évidemment à la dissolution de la fédération le 20 août 1960, peu après l'indépendance formelle de la France. La fédération du Mali est souvent citée comme un exemple bien évidemment de défis, mais aussi de difficultés rencontrées lors des tentatives d'unification politique en Afrique postcoloniale, mais aussi c'est indiqué comme étant une étape importante dans le processus de décolonisation du continent. La fédération s'est donc mise en place à travers des institutions comme l'Assemblée fédérale, qui était donc le corps législatif de la Fédération du Mali, et cette Assemblée fédérale avait pour rôle, comme toutes les assemblées, de légiférer sur les questions d'intérêt commun aux deux États membres. Il y a eu comme institution également le gouvernement fédéral, qui était un gouvernement central prévu pour gérer les affaires communes de la fédération et exécuter les affaires quotidiennes de la fédération. Ce gouvernement comprenait un président fédéral, qui était le chef de l'État, et un conseil de ministres, qui était l'organe collégial à côté du chef de l'État. En termes d'institutions également, il y a eu le président de la fédération, et Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Modibo Keïta du Soudan étaient les figures clés emblématiques qui jouaient donc un rôle de premier plan dans le gouvernement fédéral de la Fédération du Mali. En termes d'institutions, il y a eu la Cour suprême fédérale, qui était une juridiction suprême envisagée justement pour traiter les affaires judiciaires à l'échelle fédérale. La Fédération du Mali, comme je vous l'ai indiqué plus haut, a été dissoute quelque temps seulement après sa création. Bien évidemment, cette expérience de fédération n'a pas duré longtemps. Cette fédération a été éphémère et a dû rendre l'âme à cause de divergences politiques et de problèmes administratifs aigus. C'est à la suite de ces divergences et de ces dislocations que le Sénégal s'est officiellement retiré de la Fédération du Mali en août 1960. Cette date correspond véritablement aux indépendances des pays africains et du coup, la Fédération du Mali a été dissoute et à la suite de cette dissolution, le Sénégal et le Mali sont redevenus des États indépendants et distincts l'un de l'autre. La Fédération du Mali a rencontré plusieurs défis qui étaient majeurs et des défis qui ont finalement conduit à sa dissolution. Et on peut en citer quelques-uns qui sont les principaux défis à l'origine de la dislocation ou de la dissolution ou de l'anéantissement de la fédération. Il est clair que entre les deux leaders, entre les deux parties de la fédération, existaient des différences politiques fondamentales. Les dirigeants des deux territoires avaient des visions politiques divergentes, notamment en ce qui concerne leur regard et leur opinion et leur doctrine quant à la décolonisation et quant à la revendication des indépendances. Modibo Keïta du Soudan français était, dit-on, plus enclin à une politique socialiste et centralisée, tandis que son homologue du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, prônait une approche plus modérée et fédéraliste. Ces différences de vision ont créé des tensions au sein du gouvernement fédéral. Rappelez-vous, lorsqu'il s'est agi de soutenir les mouvements de libération nationale
notamment le FLN en Algérie, où l'option socialiste était celle qui était déterminante pour le président Modibo Keïta, tandis que le président Léopold Sédar Senghor était plutôt en recul, timoré, plutôt prudent en ce qui concerne ses options politiques. Souvenez-vous également de toutes les difficultés que ces deux chefs d'État et leaders ont rencontrées justement au moment de la désignation des chefs des institutions. Et rappelez-vous simplement lorsqu'il s'est agi de nommer le chef d'état-major général des armées de la Fédération, l'option de Modibo Keïta était pour le général Soumaré, tandis que le général Fall était l'option de Senghor. Le général Soumaré a fini par être désigné comme étant le chef d'état-major général des armées, et d'ailleurs à la dislocation de la fédération, à la dissolution de la fédération, le général Soumaré est de ceux-là qui ont suivi le président Modibo Keïta dans son retour à Bamako. Il y avait aussi des questions économiques poignantes entre ces leaders. Les disparités économiques entre le Sénégal et le Soudan français ont également posé pas mal de difficultés parce que le PIB du Sénégal était 2-3 fois supérieur à celui du Mali. Et le Sénégal, avec sa capitale Dakar, était économiquement plus développé et avait des infrastructures qui étaient beaucoup plus avancées, ce qui a conduit donc des désaccords, notamment sur la répartition des ressources et des investissements en ce qui concerne la Fédération du Mali. Les problèmes administratifs et logistiques n'étaient pas moindres. La gestion d'un État fédéral avec des infrastructures limitées et des communications et des moyens de communication difficiles ont été aussi des défis majeurs. Les deux pays avaient des systèmes administratifs différents et il était difficile de les harmoniser rapidement et surtout de créer un axe de coopération qui donne la possibilité à l'organisation de l'administration d'être unique et homogène et de faire en sorte qu'il y ait une grande complémentarité entre les deux administrations. Vous savez également que les pressions extérieures n'étaient pas les moindres dans la dislocation de la fédération. La France, l'ancienne puissance coloniale, avait des intérêts propres dans la région et n'était pas toujours justement favorable à une fédération forte qui pourrait limiter son influence, étant bien entendu que l'option du président Modibo Keïta qui présidait la fédération était aux antipodes de ce qui pouvait être perceptible et acceptable du point de vue de Paris. De plus, bien d'autres nations africaines et leaders régionaux avaient des opinions variées quant à l'unification, ce qui ajoutait également une pression diplomatique externe à l'origine de la dissolution de la Fédération du Mali. Des chercheurs et des historiens se sont également interrogés quant au manque de soutien populaire en faveur de la fédération, parce qu'à la base, la population des deux territoires n'était pas toujours consciente des enjeux énormes et n'était pas toujours favorable à l'idée d'une fédération, ce qui a rendu difficile la création justement d'une identité fédérale commune, d'une vision commune et homogène et d'un soutien populaire assez fort pour le projet de fédération, ce qui fait que le jour où la fédération s'est disloquée, les Sénégalais sont restés au Sénégal et en tant que Sénégalais, les Maliens sont restés ou ont rejoint le Mali et se sont dit Maliens, et très vite, les nationalismes ont pris le pas, surtout. On ne peut pas ignorer les problèmes réels de leadership. Pour qui connaît le président Modibo Keïta dans sa stature et la présence assez forte de Léopold Sédar Senghor, président poète, le leadership ou la question du leadership au sein de la fédération était souvent contestée avec des rivalités personnelles et politiques entre les dirigeants, ce qui n'a pas été simple et ce qui a compliqué justement la prise de décision et la mise en œuvre de politiques communes. Ces deux hommes étaient différents d'un point de vue personnel, différents d'un point de vue idéologique et surtout différents dans leur regard et dans leur vision vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis de la France. Le niveau d'intégration au Sénégal par rapport
à la patrie coloniale était beaucoup plus avancée, il est clair que les territoires de Dakar, de Saint-Louis et de Rufisque étaient considérés comme des prolongements de la métropole française, de sorte que quand on y naissait, on était ipso facto français. Cette situation n'était pas la même que celle du Mali, un peu plus éloignée justement de la France d'un point de vue idéologique, et l'option socialiste malienne est une option qui était affirmée derrière donc un non-alignement en lequel croyait véritablement le président Modibo Keïta. Ces nombreux défis cumulés ont rendu justement la gestion de la Fédération du Mali extrêmement compliquée et ont conduit à sa dissolution rapide en 1960, seulement quelques mois après son indépendance officielle de la France. Il y a eu quelques périodes de flottement à la fin de la fédération, avant que les deux États ne se reprennent d'une part, et avant que les deux États n'entreprennent des démarches chacun en ce qui concerne pour consolider son opinion auprès du voisinage dans le cadre d'un axe de coopération et dans le cadre d'un axe diplomatique qui permettait justement de s'avancer pour dire les raisons pour lesquelles la fédération n'a pas été tantôt possible, les raisons pour lesquelles cette fédération a pu capoter. Mais vous voyez, on est dans un contexte de décolonisation où la question du rapport avec le colon était posée, le niveau et la capacité de rupture éventuellement avec le colon et l'affirmation de son indépendance et de son autonomie et l'affirmation également du soutien évident vis-à-vis des territoires coloniaux encore comme l'Algérie, comme l'Angola, comme le Mozambique, comme une partie de l'Afrique du Sud qui étaient dans une dynamique de décolonisation et pour lesquelles les options socialistes de l'époque était plus déterminé que tout à tendre la main, à porter secours et éventuellement à assister même les mouvements de décolonisation, y compris au plan militaire. C'est de tout cela ce soir que l'on tentera de répondre, bien évidemment pour essayer de comprendre ceux-là qui ont été les prémices évidentes de la mise en place de la Fédération du Mali d'un point de vue politique, dans une dynamique de décolonisation et surtout dans une dynamique d'être à plusieurs pour être face aux colons et éventuellement peser de tout son poids pour ce qui concerne l'obtention de l'indépendance. L'initiative allait au-delà du Soudan français, l'initiative allait au-delà du Sénégal, l'initiative englobait la Haute-Volta et englobait le Dahomey pour des raisons qui leur sont propres et certaines opinions indiquent que sous l'influence du président Houphouët-Boigny dont on sait qu'il était totalement opposé justement à une décolonisation violente, tout comme le président Léopold Sédar Senghor, et on peut s'étonner des raisons pour lesquelles il a accepté de se fédérer au Mali alors que véritablement son lien avec le colon était non seulement fort, que son option n'était pas la rupture brutale. Le deuxième élément, c'est que on a tenté de mettre en place des institutions qui n'étaient en rien différentes des autres institutions que l'on voyait dans les autres pays, y compris la France. Et on sait également que la mise en place de ces institutions a été aussi vite, aussi rapide et sans doute beaucoup moins réfléchi, ce qui n'a pas permis donc de pouvoir répondre véritablement à tous les contours de la mise en place des institutions et surtout à l'option qui devait être celle de la fédération de désigner beaucoup plus le squelette de la personne qui devait occuper les institutions plutôt que l'individu en tant que tel. Pour présider la fédération du Mali, il y a eu tout un tas de disputes qui a fini donc par donner la possibilité au président Modibo Keïta de présider justement la fédération, tandis que l'Assemblée fédérale était présidée par le président Léopold Sédar Senghor et à côté le gouvernement fédéral qui était donc revenait également au Sénégal avec le président Mamadou Dia, président du Conseil. À côté, un certain nombre d'institutions, dont l'institution militaire qui n'était pas des moindres, la désignation du chef d'état-major des armées a posé une difficulté énorme,
il y a eu un point de départ, des discordes qui ont été à l'origine justement de toutes les difficultés que nous avons rencontrées, notamment lorsqu'il s'est agi de nommer les chefs des administrations publiques. La question idéologique n'était pas des moindres, elle a donné l'occasion justement à quelques soubresauts. Rappelez-vous simplement des options qui ont été prises au plan de l'éducation nationale et au plan pédagogique, qui étaient des options relativement différentes, parce que simplement l'idéologie socialiste voulait la reprise en main du système d'éducation, de sorte que l'environnement soit le reflet de l'option qui avait été faite au niveau du système d'éducation. Pensez également à toute la problématique de l'économie, notamment l'agriculture et les options socialistes de l'époque, qui n'étaient pas toujours celles attendues de l'autre côté. Bref, on a vu que dans cette fédération, on a dû aller un peu plus vite en besogne. On a mis en place un certain nombre de structures sans grande réflexion. Et on ne s'est pas toujours posé la question des différences idéologiques majeures entre l'État du Sénégal de l'époque et le Soudan, pour qui connaît les options véritablement socialistes du président Modibo Keïta, son option pour le non-alignement et sa capacité à regrouper autour de l'Union africaine un processus d'intégration. Et quand on sait également que le contexte économique a été déterminant au point que le Mali est apparu comme étant plus faible vis-à-vis du Sénégal et notamment vis-à-vis du développement des infrastructures, vis-à-vis du développement des tout ce qui est axe de développement. Je pense notamment aux routes, je pense notamment aux autoroutes, je pense aux aéroports et bien évidemment il y avait donc la régie de chemin de fer qui liait la voie ferrée qui liait ces deux pays-là. Et on sait également que le débouché du Sénégal sur la mer était quelque chose de relativement important qui pouvait être considéré comme un prolongement pour le Soudan de l'époque. Bref, vous voyez que on va avoir l'occasion d'avoir nos 3 temps de débat. Dans un premier temps, on ouvrira donc la discussion sur ce qui a été déterminant pour la mise en place de cette fédération dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on s'interrogera bien évidemment sur les institutions de la fédération telles qu'elles ont été mises en place. Et dans un troisième temps, on essaiera de réfléchir justement sur les défis qui sont arrivés à bout de la fédération et qui ont été à l'origine de la dissolution de la fédération, de la dislocation de la fédération, et qui ont été également à deux doigts de créer justement des disputes assez fortes entre le Soudan et le Sénégal, au point que la relation humaine et la relation de voisinage et le lien politique ont failli prendre un coup à ce niveau-là. On pourra s'interroger également au regard de cette situation de fédération avec d'autres situations de fédération qui nous donneront sans doute l'occasion de nous rendre compte que cette expérience-là n'était pas unique parce que après cette expérience, nous avons eu quand même celle de la Sénégambie, qui est aussi une expérience assez unique, mise en place et qui a duré environ 5 ans. Nous avons également l'expérience du Ghana et de la Guinée, qui a concerné un moment le Mali également. Et nous passerons en revue justement l'expérience relativement neuve de la fédération qui se met en place en ce qui concerne l'AES, l'AES qui concerne donc justement le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Voilà, mesdames et messieurs, l'introduction que je me suis hasardé à vous faire ici, en rappelant que mon objectif n'est pas de pouvoir parler ici comme étant un historien, je n'en suis pas un. J'ai lu sur la Fédération du Mali, je me suis beaucoup documenté sur la Fédération du Mali, j'ai discuté avec un certain nombre de protagonistes, et d'ailleurs, un professeur d'histoire devrait être là ce soir, le professeur John, s'il est là, qui veuille bien se signaler justement pour que l'on puisse commencer cette discussion. J'ai vu également Alioune Tine qui a dû faire un gros effort justement pour être avec nous ce soir.
parce que simplement Alioune Tine, habituellement à cette heure-là, est plutôt endormi. Je demande à Alioune Tine de me demander la parole justement pour qu'on puisse avoir un petit échange entre nous, le temps qu'on puisse le libérer. J'ai adressé une invitation à Alioune Tine. Je vais à nouveau lui adresser une invitation pour qu'il veuille bien répondre. Alioune Tine, bien évidemment, est originaire du Sénégal. Alioune Tine sans doute une connaissance justement de la question de la Fédération du Mali. Alioune, je t'adresse à nouveau une invitation à parler. Si tu veux bien remonter, ce serait une très bonne chose. Et je vais demander également à Amine de bien vouloir co-animer avec moi. Alioune, merci d'être là, bienvenue, bonsoir. Qu'est-ce que tu sais de la Fédération du Mali en ce qui concerne les prémices qui ont été déterminantes pour la mise en place de cette fédération? Alioune. Bonjour, Mamadou. Merci parce que c'est un bon débat. Ce débat, moi, je suis né effectivement lors de la Fédération du Mali dans les années 60. Je pense que je devais être encore à l'école primaire. Donc, j'ai été malien. Voilà. Pendant cette période, et effectivement, où on a chanté l'hymne du Mali, où nous avons également eu le drapeau du Mali avec le lézard. Donc, nous avons traversé cette période jeune. Et puis, effectivement, ça s'est rapidement dissolu. Je pense que c'était pour des raisons de poste. Voilà, la présidence à Lamine Gueye, à Modibo Keïta ou à Senghor. Voilà. Et j'ai lu un tout petit peu Mamadou Dia ce qu'il en a dit. Et, voilà, c'est Senghor ou rien. Et il y avait ça aussi dans le caractère de Mamadou Dia. Il était entier. Je pense qu'il y avait le président Modibo Keïta qui pouvait accepter Lamine Gueye. Lamine Gueye, effectivement. Et ça s'est terminé comme ça en queue de poisson pratiquement 6 mois après. Mais j'ai l'impression que, bon, il n'y a pas que le Sénégal et le Mali qui avaient cette contradiction personnelle. Mais j'ai l'impression que la France ne voulait pas aussi de la Fédération du Mali. Ça, c'est très clair. Je connais le Sénégal, je connais le Mali, mais je connais pas la Fédération du Mali. Je pense que c'est une phrase du général de Gaulle aussi. Voilà. Maintenant, il faut bien le dire, construire des fédérations avec nos États qui sont, si vous voulez, des États qui sont des photocopies de l'État-nation, des États-nations français, du moins occidentaux, c'est ça, des États westphaliens, avec si vous voulez, des territoires qui sont très grands, avec, si vous voulez, des communautés. C'est pratiquement les mêmes communautés des deux côtés. Le Mali, je pense que c'est même Senghor qui a trouvé la fédération du Mali, le mot Mali, parce que nous faisions partie de l'empire du Mali. Jusqu'ici à Dakar, Dakar a été fondé pratiquement aussi par les Mandingues, c'est bien connu, qui ont été un peu partout. Donc c'est un empire qui a été grand, qui a été fastueux, mais nous n'avons pas pu continuer les logiques des empires à cause de la colonisation. Voilà. Et puis ensuite, les questions des fédérations, c'est pas seulement des questions nationales. Généralement, il y a des questions géopolitiques qui interviennent. Bon, il y a des questions également de sensibilité politique et idéologique qui interviennent. Voilà. Modibo Keïta est syndicaliste de gauche, il faut bien le reconnaître, et puis assez indépendant parce que il faut quand même reconnaître que Modibo Keïta avait accepté de battre son franc malien, et un peu aussi comme Sékou Touré, ça a toujours été difficile, si vous voulez, d'asseoir une indépendance. C'est un peu sur le modèle de ce qu'a connu Haïti, Haïti, c'est pratiquement la première république noire. Mais après Haïti, Saint-Domingue, qui a été une république, si vous voulez, extrêmement riche, qui fournissait 40% vraiment des revenus de la France à l'époque par rapport aux autres colonies. On a vu comment ça s'est terminé. Si bien que la Guadeloupe,
Martinique, les autres Antilles, on pourra, nous ne voulons pas être comme comment dirais-je, comme Haïti. Haïti, quand même, dont la révolution fait partie des plus grandes révolutions mondiales, hein, avec la révolution de 1789 et la révolution américaine. Donc, il y a toujours cette question, une fois qu'on a, si vous voulez, enclenché avec beaucoup de bonne volonté, mais il y a le sentiment national, il y a le fait de vouloir garder le pouvoir. Qui va être le leadership? Je pense que c'est toujours cette question qui se pose. Et en dernière instance, dans ce qu'on appelle la confédération de la Sénégambie, c'était ça. Quand la Gambie a dit, ben écoute, il faut que je veux aussi être président de la confédération, ça s'est coupé. Bon, voilà. Et bon, c'est bien, hein. On a de très bonnes volontés, mais une fois que on a les institutions, on a tout, c'est la question du leadership qui généralement se pose. La question également aussi géopolitique se pose très souvent, hein. C'est ça, hein, la question du panafricanisme de gauche, de panafricanisme de droite. Et on est en train de vivre pratiquement la même répétition que du temps de la guerre froide. Parce que ça aussi, c'est une réalité qu'on vit et qu'on est en train de reproduire presque à l'heure actuelle quand on regarde aussi les partitions, les problèmes géopolitiques que nous avons à l'heure actuelle. Et puis, un certain nombre d'affinités que les gens qui construisent les confédérations ou qui mettent en place des fédérations comme l'AES ont. Vous avez toujours la question du leadership, la question de garder le pouvoir, donc des questions politiques, mais également des questions géopolitiques qui viennent. Donc la question, si vous voulez, de l'intégration africaine, c'est le fait que, vraiment, moi je le résume comme ça, hein, que l'Afrique n'arrive pas à construire sa propre géopolitique. Si l'Afrique arrivait à construire, en étant un acteur de la géopolitique mondiale africaine, en étant un centre, comme disait Ousmane Sebet, voilà, on n'assisterait pas à un moment où vraiment on est toujours des sujets ou des objets de géopolitique. Ce qui fait que, bon, c'est le face-à-face Afrique-Russie, Afrique-Turquie, Afrique-Japon, Afrique-Inde, etc. Maintenant, il nous faut nous recentrer Afrique en tirant peut-être les leçons vraiment de toutes ces expériences qui sont des expériences malheureuses pour vraiment repenser l'intégration africaine, repenser l'unité africaine, parce que c'est ça qui est vraiment le grand défi que nous devons relever, que les jeunes générations doivent relever. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci. Merci beaucoup, Alioune. Merci infiniment d'abord, pour ta présence, et puis deuxièmement, pour avoir pris la parole justement pour donner ce axe-là, qui est un axe important. Et on sait également que la querelle des leaders a été déterminante de l'échec de cette fédération, tout comme de l'échec de la fédération de la Sénégambie et encore tous les échecs des tentatives de fédération en Afrique. J'ai demandé au professeur John, qui doit être là, justement de remonter pour nous trouver. Alors, le professeur John, je vous envoie à nouveau une invitation qui apparaît. Appuyez juste sur l'invitation justement pour monter dans le space. Sinon, vous regardez en bas de votre écran à gauche pour activer votre micro pour que je vous donne la parole pour que vous puissiez monter. En attendant, à Lyon, on a Amine qui est hors zone Ouest Afrique, mais sans doute qui a des connaissances justement sur la question de la Fédération du Mali. Amine, de ton point de vue, quelles ont été les prémices, en plus de tout ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, notamment en ce qui concerne l'évidence du regroupement pour faire face aux colons et pour que la demande d'indépendance soit plus facilitée d'une part, et d'autre part, l'évidence également qu'à plusieurs, on y arrive plus en termes de développement que tout seul. Amine. Maître, excuse-moi, bonsoir. Je suis en train de prendre une mixture pour... Je suis très grippé, si tu permets, je reviens dans 15 minutes. Je suis vraiment... Je te remercie infiniment. Encore une fois, tu restes avec nous. Encore une fois, je demande au professeur John de bien vouloir remonter parce qu'il est l'un de nos invités.
en demandant à tous ceux qui demandent la parole que la parole leur reviendra dans la deuxième partie de ce space. La première partie étant donc réservée à nos invités. Et le professeur Danyoko devrait être là également, malheureusement il n'est pas là. Mais le professeur Maurice Sudjek John est là, qui veuille bien me demander à nouveau la parole pour que je puisse la lui donner. Il est un de nos invités, monsieur le professeur. Appuyez sur votre micro en bas et à gauche pour remonter, parce que moi, je vous ai adressé une invitation à laquelle vous n'avez pas répondu. J'attends juste que vous puissiez me répondre justement pour monter. Je demande à toutes les personnes qui demandent la parole de ne pas la demander, à l'exception du professeur John, que je fais remonter. La deuxième parole, Adi Al-Mishri, c'est la deuxième partie. Donc, ce n'est pas maintenant. Monsieur le professeur, merci, Bon, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là et bienvenue. Vous êtes professeur agrégé d'histoire du droit, c'est ça? de sciences politiques, plus exactement. De sciences politiques, pardon, excusez-moi, je suis complètement en l'air. De sciences politiques, monsieur le professeur, merci et bienvenue. Vous êtes, en plus d'être professeur de sciences politiques, vous êtes sénégalais. Quelles sont, selon vous, les prémices qui ont été déterminantes pour la mise en place de cette fédération, l'idée même de cette fédération? Merci beaucoup, Maître Momodou Ismaïla Konaté, de m'associer à cette réflexion ô combien intéressante, cruciale et exaltante par rapport à la Fédération du Mali. D'abord, commencer par une contextualisation de la Fédération du Mali, car à la vérité, c'est dans ce contexte historique et politique particulier, marqué par les développements, les évolutions de la question coloniale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec tous les rebondissements qu'il y a eu, et que donc les puissances occidentales, notamment la France, étaient obligées d'être sur la défensive et donc de chercher des moyens de canaliser, de catalyser un processus de décolonisation devenu inexorable. C'est dans cette perspective qu'il faut inscrire la loi cadre de Gaston Defferre, l'Union française, ensuite la communauté française, et c'est là également qu'il faut inscrire la dynamique de construction de la Fédération du Mali. À la vérité, on avait déjà des velléités, des dynamiques de regroupement politique à travers le Rassemblement démocratique africain, ensuite le Parti africain, l'indépendance des territoires jadis coloniaux et à l'affirmation donc de l'Afrique dans le concert des nations, mais était déjà miné par des contradictions, comme vous le savez, contradictions de leadership, contradictions d'inégalité de développement, mais également contradictions relatives à des menées subversives de l'ancienne puissance coloniale en relation et en intelligence avec d'autres parts à l'effet donc d'asseoir le leadership ou de défendre les intérêts de ces pays-là particulièrement. Eh bien, dans ce contexte-là, nous avons deux logiques ou trois qui vont se dégager. La première logique, sera être la logique de l'endiguement un peu de ce processus de dislocation des territoires qu'on va appeler la balkanisation de l'Afrique. Et ce processus donc de tentative, cette tentative de résister, cette tentative donc de contrecarrer les velléités de perpétuation d'un système hégémonique vont être mises en œuvre d'une part. Par ailleurs, il va y avoir naturellement les menées de déconstruction de ces ensembles par l'ancienne puissance coloniale, mais également les luttes intestines, les contradictions interpersonnelles et de pouvoir qui vont rejeter, en tout cas remettre en cause sincèrement, profondément et certainement inexorablement, en tout cas dans le contexte d'alors, ces velléités de construction de grands ensembles et notamment de la Fédération du Mali. Donc, on voit bien que dans cette situation, que vous l'avez rappelé fort brillamment dans votre introduction,
on est dans une situation où certes le Léopold Sédar Senghor, pour se positionner, en tout cas lutter contre ce qu'il a appelé la balkanisation, va initier donc cette fédération du Mali. Vous avez dit avec justesse qu'à l'origine il y avait le Bénin et il y avait également le Burkina Faso, c'est-à-dire la Haute-Volta et le Dahomey. Donc ces pays ont dû se retirer pour constituer avec la Côte d'Ivoire un autre ensemble avec la bénédiction de l'ancienne puissance coloniale. Le Sénégal et le Mali vont, quant à eux, rester dans cette confédération. Il faut d'abord dire que ce qui est à la base de cette confédération, c'est que ces deux pays frères, deux pays unis par l'histoire, par la géographie, par des liens culturels, séculiers, multiséculaires. Il faut préciser que l'Empire du Mali, à l'origine, s'étend jusqu'à l'océan, englobe du Sénégal et de bien d'autres pays. Donc ça, c'est une réalité historique, une réalité géographique à laquelle aussi vous avez cette réalité culturelle. Ce sont les mêmes peuples, le peuple mandingue qui est un peuple extrêmement présent. Nous avons vu que même certains royaumes du Sénégal ont été fondés à partir du royaume mandingue. Si vous prenez le cas du royaume du Gabou, avec Maïssa Wali John qui va être le premier roi dans le Sine avec la dynastie des Guelwaars, les cousinages à plaisanterie entre les Mané, les Mané et les John. Donc tout cela montre vraiment une imbrication très forte entre les cultures mandingues, les cultures sénégalaises, à travers la musique, à travers beaucoup d'aspects culturels, cultuels qui vont donc unir ces peuples. Et avec cela, donc, nous allons mettre en place ensemble une fédération, mais cette fédération, c'était une fédération qui était morte parce qu'il y avait des inégalités de développement en matière d'infrastructure, en matière de richesse des deux colonies. Le Sénégal avait été donc la capitale, Dakar avait été la capitale de l'Afrique occidentale française. Dakar avait un fort héritage colonial. Dakar avait beaucoup d'infrastructures. Et il faut pas oublier aussi que le Sénégal était un territoire d'expérimentation de la politique de l'assimilation, de la politique d'assimilation et également d'expérimentation des communes de plein exercice qui fonctionnaient à l'identique de celle métropolitaine sur la base du suffrage universel et de la libre administration des affaires locales. Donc tout cela avec l'obtention de la citoyenneté pour les natifs des communes de plein exercice, beaucoup de cadres, beaucoup une classe, une élite intellectuelle bien formée, assez nombreuse, donc qui était là également et qui faisait une particularité du Sénégal. Donc tout cela, par rapport à tout cela, bon, il va y avoir aussi des rivalités politiques parce que on est un peu dans cette optique entre la tension qui va vers la préservation des intérêts vitaux, des intérêts, on va dire, égoïstes ou en tout cas nationalistes ou peut-être nationalitaires pour être plus neutre, par rapport donc aux intérêts de la grande fédération, parce que c'est un peu comme la Côte d'Ivoire qui à un certain moment ne voudrait pas être la vache à lait d'une grande communauté. Elle va donc s'isoler pour pouvoir profiter davantage pour elle-même donc de ces richesses, de ces ressources. On va avoir ces mêmes scénarios aussi dans le cadre de la Fédération du Mali. Il va y avoir naturellement des divergences idéologiques fortes entre Senghor, Mamadou Dia et Modibo Keïta. Certes, ils se réclament tous du socialisme, mais la manière dont le socialisme est décliné est différent. Les personnalités des différents acteurs également sont différentes. Nous avons Léopold Sédar Senghor qui est plus modéré, qui est plus puisqu'il se veut être un orfèvre et un chantre du dialogue, non seulement des cultures, des civilisations, mais de l'esprit européen qui est analytique par utilisation, par opposition à l'esprit négro-africain qui est sympathique par participation. Donc on a toujours cette volonté de
procéder toujours à une sorte de dialectique des contraires pour réconcilier des éléments qui semblent irréductibles. Et cette posture et cette position de Léopold Sédar Senghor, qui a été une constante dans sa démarche tant politique que diplomatique, à travers notamment la théorie des cercles concentriques qu'il va initier lors de avec ces deux doctrines essentielles qui vont donc structurer la construction de l'Organisation de l'Unité africaine, le groupe de Morovia et le groupe de Casablanca. Le président Senghor avait toujours opté pour une intégration africaine progressive et médiate par cercles concentriques en procédant à des regroupements par affinité qui allaient s'agréger dans le temps. Donc voilà un peu cette position qui a toujours été nuancée, qui a toujours été une posture de dialogue et de compromis du président Léopold Sédar Senghor au regard des réalités et au regard des contradictions multiformes, ce qui pouvait naturellement ne pas être en phase avec des constructions qui se voulaient dès le début irréductibles et décisives. Donc voilà un peu ces contradictions et puis aussi la question comme vous le savez, du leadership dans un contexte, encore une fois, marqué par les manœuvres subversives de l'ancienne puissance coloniale, parce qu'à l'origine, ce qui était en jeu pour la France, c'était comment faire en sorte de perpétuer la domination coloniale en dehors des cadres coloniaux qui étaient à la limite trop étroits, qui étaient désuets, qui étaient obsolètes et qui étaient de toutes parts contestés, rejetés et remis en cause, notamment par l'Organisation des Nations Unies, par les superpuissances, à savoir l'URSS et les États-Unis, mais également par un ensemble de remodelage des configurations imaginaires dans l'Afrique et disons des Africains liés donc aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale et à l'évolution de la question coloniale dans les territoires africains. Donc voilà un peu les lignes de force qui vont structurer un peu ces contradictions autour de la Fédération du Mali. Moi, je retiens trois idées essentielles. La première idée essentielle, c'est une tentative de résister à la perpétuation d'une forme de colonisation, de la continuation d'une colonisation en essayant d'endiguer le système colonial qui se cherche et qui se redéploie autrement à travers la Fédération du Mali, mais que ce redéploiement va être quelque part cassé ou en tout cas combattu par les menées subversives de la puissance coloniale elle-même, en plus des contradictions conflictuelles qui vont la traverser, notamment d'une part les questions de leadership et d'autre part les questions d'inégalité de développement. Très bien. Monsieur le professeur, merci beaucoup pour ces points-là. Il apparaît très clairement une différence réelle entre les deux leaders, Léopold Sédar Senghor pour le Sénégal et Modibo Keïta pour le Soudan. Et deuxièmement, ces différences se constatent d'un point de vue idéologique, ce qui n'est pas sans incidence sur le plan politique, dans la mesure où la demande du président Modibo Keïta du Soudan à l'époque, c'était une rupture avec la colonisation, et cette rupture était immédiate, là où le président Léopold Sédar Senghor prônait une rupture, mais médiate d'une part et progressive d'autre part, et il essayait de déterminer cela justement par rapport à sa conception doctrinaire des cercles concentriques, c'est-à-dire que devraient aller ensemble ceux qui avaient le maximum d'éléments d'homogénéité. Concrètement, aujourd'hui, en ce qui concerne la construction politico-institutionnelle de la fédération, nous savons que la présidence de la fédération a été mise en place. Nous savons qu'il y a eu une assemblée fédérale. Nous savons qu'il y a eu un gouvernement fédéral. Nous savons également qu'il y a eu même une Cour suprême fédérale, même si toutes ces institutions ont eu beaucoup de difficultés, d'une part à être conçues, d'autre part à se mettre en place et ensuite à être dotées justement d'organes ressortissants tantôt du Soudan français,
tantôt du Sénégal, et c'est justement le choix des hommes également, notamment en ce qui concerne l'armée, et le général Abdoulaye Soumaré qui a eu la plus grande discorde. Oui, naturellement, je pense que c'est une question essentielle, hein, parce que encore une fois, la mise en place des institutions, les institutions comme étymologiquement, elles suggèrent une idée de ce qui est créé par l'homme, par opposition à ce qui est créé par la nature. Donc, une fois que les institutions sont créées, il faut qu'elles soient maîtrisées. Maîtrisées parce que les institutions constituent un enjeu de pouvoir. Et on voit décidément dans la mise en place des institutions que celles-ci constituent naturellement un enjeu de pouvoir. Et aujourd'hui encore, on a ces mêmes réalités. Une assemblée fédérale, des juridictions, eh bien, une présidence également, une vice-présidence. Donc, voilà, ça pose déjà un problème parce que vous avez un ordre de préséance, en tout cas, un pays qui est anciennement colonisés, tous les deux sont anciennement colonisés, mais nous avons un pays qui, sur le plan du développement économique, sur le plan du prestige international, sur le plan, donc je disais tout à l'heure que le Sénégal a été un pays d'expérimentation de la politique d'assimilation et de l'universalisme métropolitain avec les communes de plein exercice. Donc, on vote au Sénégal depuis 1848, la représentation au Palais Bourbon, le Conseil général en 1850, les communes de plein exercice à partir de 1872, Dakar, Saint-Louis, Rufisque et Gorée. Donc, par rapport à cela, on a quand même une préséance qui fait que les institutions de la fédération contredisaient en quelque sorte cette préséance objective du point de vue historique, du point de vue économique, mais également du point de vue de l'incarnation du leadership charismatique, eh bien, parce que Léopold Sédar Senghor avait été dans la plupart des gouvernements français sous la quatrième République. Donc, tout cela va donc peser sur la balance et va être à l'origine, en réalité, d'une sorte de distorsion entre les réalités politiques objectives et les institutions de la Fédération du Mali. Je pense que là aussi, ça a été une difficulté qu'il faut souligner. L'autre difficulté à souligner, c'est que aussi les institutions ne sont jamais neutres. Dans l'idéal de la théorisation démocratique, lorsque les institutions fonctionnent, nous avons trois temps dans la dynamique d'institutionnalisation. Le premier temps de l'institutionnalisation, c'est le temps de l'extériorisation, c'est-à-dire comment les institutions sont produites, générées par les acteurs pour répondre à des besoins sociopolitiques particuliers. Et il est essentiel que dans cette phase d'extériorisation institutionnelle, que celle-ci soit l'expression d'un compromis, mais que ce compromis également reflète l'équilibre, reflète la réalité des rapports de force et de la situation des uns et des autres, parce qu'autrement, les institutions ne vont pas refléter ces réalités et les réalités risquent de les rattraper ou de les compromettre. Donc, l'autre mouvement de l'institutionnalisation, c'est l'autonomisation. Une fois que l'institution a été mise en place par les acteurs qui l'ont produite, eh bien, l'institution doit être en mesure de produire, de sécréter des obligations de comportement à l'égard de ceux qui les ont mises en place, et c'est ce qu'on appelle la phase de l'autonomisation. Et la phase de l'autonomisation institutionnelle pose naturellement un problème parce que les institutions constituent un enjeu, un défi. Et donc, si les institutions constituent un enjeu de pouvoir et que les institutions telles qu'elles sont mises en place ne reflètent pas les pouvoirs tels qu'ils peuvent s'apercevoir de manière objective, on a des difficultés par rapport à toutes les difficultés qu'il y a eu pour choisir un chef d'état-major des armées en la personne Al Soumaré, et cela va naturellement se poursuivre, où le Sénégal va essayer de se rabattre sur la garde républicaine, et c'est cette garde républicaine qui, avec l'éclatement de la Fédération du Mali, va demander donc au général de se retirer, ainsi que les Maliens également qui étaient en poste de commandement au Sénégal. Donc, on voit bien ces contradictions liées à l'autonomisation de l'institution, et dernier temps de l'institutionnalisation, c'est
intériorisation. Et là, c'est un aspect fondamental, intériorisation, c'est-à-dire que la force des institutions doit être leur légitimité. Leur légitimité, c'est-à-dire que il doit y avoir un mouvement euh, bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, pour renforcer les institutions, parce que autrement les institutions deviennent décalées par rapport aux réalités pertinentes, influentes et déterminantes. Certes, nous avons une culture partagée très forte, nous avons une proximité géographique, des liens historiques profonds, mais tout cela également nécessité d'être travaillé, d'être accompagné, d'être poussé par une dynamique populaire. Et peut-être que c'est cette dynamique populaire aussi qui a manqué pour faire la force des institutions. Pour me résumer donc, extériorisation des institutions dans la mise en place des institutions de la Fédération du Mali qui ne reflétaient pas en réalité les rapports de force entre et le Mali. Deuxième chose, difficulté d'autonomisation, parce qu'en ce moment, les institutions deviennent un enjeu. Et en tant qu'enjeu de la Fédération Défense des intérêts, dans le cadre de cette fédération qui ouvre la voie à une compétition parfois outrancière qui va entraîner l'éclatement de la Fédération du Mali, mais enfin, éclatement également qui révèle des difficultés, périorisation institutionnelle, c'est-à-dire tout ce mouvement de légitimité sociologique qui doit être à la pointe et au cœur de la production institutionnelle pour leur donner toute leur force et toute leur épaisseur. Merci infiniment. Nous avons la présence du ministre Diadier Danyoko, qui est également historien et connaisseur de ces questions-là. Je lui ai adressé une invitation à parler, qui veuille bien appuyer sur l'invitation pour remonter sur le stage pour qu'on puisse l'entendre également, ou sinon qu'il appuie sur son micro en bas pour remonter avec nous pour que l'on puisse justement prolonger ce débat sur le dernier aspect, les causes fondamentales de la dislocation et de la dissolution de la fédération. Et monsieur le professeur, depuis l'origine, on pouvait imaginer que cette fédération, telle qu'elle a été construite, n'avait pas longue vie. Ah oui, maître, donc sur les défis. Oui, en réalité, je pense que les défis, je me raccroche à ma conclusion de tout à l'heure sur l'intériorisation. Donc le premier défi, je pense, c'est le défi de l'intériorisation, c'est-à-dire comment on se réapproprie les ensembles socioculturels à partir du bas. Et ça, c'est un aspect essentiel parce que souvent, on a des intégrations qui se font plus par le haut que par le bas. Et donc, du coup, on est un peu à la merci des logiques par le haut, des logiques de conquête, de conservation du pouvoir, de leadership, de guerre des égos, de guerre des chefs au sommet des institutions. Et je pense qu'avec des institutions qui sont véritablement la sécrétion de dynamique populaire, on peut sortir de ces contradictions-là. Mais plus généralement et plus essentiellement, au-delà donc de cet aspect d'intériorisation sociologique des institutions qui passe par la mise en cohérence des normes, des représentations, des valeurs, par la connaissance des peuples, la reconnaissance des peuples, le fait de jouer sur ces réalités historiques, culturelles, sociologiques, sur le cousinage à plaisanterie, sur la culture, sur la musique, sur l'art, sur tous ces éléments, sur le partage d'événements communs, sur la résurgence de disons, la redécouverte de nos archives culturelles, l'Empire du Mali et tous les moyens politiques qu'il y avait de gestion de cette diversité culturelle, ethnique, religieuse, linguistique, politique et autres. Je pense que tout cela, c'est des éléments qu'il va falloir exhumer et travailler là-dessus. L'autre, parce que c'est une dimension essentielle, la dimension culturelle, intellectuelle, cognitive, elle est ce me semble essentiel. L'autre aspect maintenant, ce sont les aspects institutionnels. Les aspects institutionnels d'abord parce qu'on parle souvent d'État. Mais un État,
c'est, comme dit Max Weber, l'entité qui, dans le cadre d'un territoire, revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime. Donc souvent, est-ce que les organisations qu'on appelle États, est-ce que réellement c'est des États? Parce que est-ce qu'on peut parler d'un État qui ne maîtrise pas tout son territoire? Parce que le premier des droits, c'est le droit à la sécurité, et la sécurité est au cœur, en réalité, du contrat social. Le contrat social, quand vous y enlevez la sécurité, eh bien, il n'y a plus de contrat social. C'est comment on fait pour cohabiter harmonieusement entre le fort et le faible, de telle sorte que le fort n'écrase pas le plus faible, mais que le plus faible aussi n'utilise pas la ruse pour nuire au plus fort. Donc, la question, la problématique du contrat social est une problématique éminemment sécuritaire. Donc, dès l'instant qu'on a des organisations dont la faiblesse structurelle, le talon d'Achille semble être la sécurité, eh bien là, naturellement, c'est un problème important dont on ne peut pas faire l'économie si on veut parler de construction nationale, a fortiori de construction régionale ou sous-régionale. L'autre aspect essentiel également, après la sécurité, c'est la dimension du développement, la dimension du développement économique, c'est-à-dire que comment, à partir donc de ce noyau qu'est la sécurité, c'est-à-dire un État qui contrôle ses frontières, qui assure le respect des droits et libertés, comment l'État arrive à faire la promotion des droits et libertés, à faire la promotion du développement de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes, d'être présent partout dans son territoire, et bien, de régler des questions aussi essentielles que l'accès à l'eau potable, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à des politiques publiques viables et efficaces de promotion de l'emploi, la dimension qui va consister également à redonner aux jeunes de l'espoir, à les amener à croire en leur pays, à se connecter judicieusement à d'autres jeunes de la sous-région, mais également à se positionner, à s'affirmer, à avoir une identité forte, quoique souple et ouverte, qui donc les amène à pouvoir se positionner judicieusement dans la mondialisation, ce que le président Senghor appelait l'enracinement et l'ouverture. Je crois que c'est des défis énormes comme cela qu'on doit aujourd'hui relever. C'est d'abord des défis de construction d'une culture commune, de promotion de la fraternité, de la paix, de la compréhension, de la concorde entre les peuples, en passant par la diplomatie, en passant par la culture, en passant par l'art, en passant par le système éducatif et bien d'autres moyens de renforcer cet esprit d'appartenance à une communauté, à un espace et une volonté de construire ensemble l'avenir, mais également de répondre efficacement aux questions institutionnelles qui sont celles de l'État, d'érimantes questions qui vont de la sécurité, qui est le premier droit essentiel, qui est à la confluence même de la définition de l'État, parce que sans sécurité, il ne peut pas y avoir d'État. Ça n'a pas de sens. La sécurité, c'est un premier droit. Et donc, régler la question sécuritaire pour avoir des États debout, des États institutionnellement forts, c'est-à-dire aussi des États qui se réclament de la démocratie, c'est-à-dire des États où vous avez, certes, la démocratie, c'est un idéal d'identification des gouvernants aux gouvernés, certes, mais on peut tendre vers cet idéal, on peut s'en rapprocher, au moins à travers des élections démocratiques, libres, transparentes, à travers des mécanismes de participation judicieuse des populations pour que celles-ci puissent se reconnaître dans les gouvernements qui sont établis. Et je crois que si ce travail institutionnel est fait après ce travail sécuritaire, eh bien, il faut maintenant se tourner vers les questions essentielles de développement. Donc, travail culturel de construction d'un imaginaire, de remodelage de représentation commune pour la construction et la viabilisation d'un espace commun et d'un avenir commun, mais également la stabilisation sécuritaire de l'État, la stabilisation institutionnelle de l'État par la démocratisation et enfin
la prise en compte effective et efficace des droits et libertés des citoyens pour la promotion d'un développement inclusif et partagé. Merci infiniment, monsieur le professeur. Encore une fois, je demande à monsieur Diadier Danyoko, au ministre Diadier Danyoko, de bien vouloir répondre à l'invitation que je lui ai adressée. C'est le seul moyen pour monter sur le stage, justement, ou sinon, d'appuyer sur le micro en bas et à gauche de manière à ce que je puisse l'identifier. Je sais qu'il est dans les participants. Je salue la présence du professeur Augustin Loada également. Il monte quand il veut, il peut prendre la parole quand il veut. Amine, toi qui es vraiment le hors-zone Fédération du Mali, qui a un regard plutôt lointain de ce sujet, quelle est ton opinion sur la dynamique des mises en place des fédérations à l'époque et sur les prolongements que nous avons aujourd'hui en AES et sur toutes ces initiatives de mise en place de fédérations qui ont été ratées, je pense notamment à la Sénégambie, à la fédération Ghana-Guinée-Mali d'ailleurs à l'époque dont on n'a pas parlé véritablement. Amin, alors il me disait qu'il était groggy, qu'il était en train de se soigner. À un moment, j'ai eu l'impression qu'il me demandait la parole. Si Amine n'est pas là, je vais juste demander à Dani, justement, de m'exprimer son opinion. Il n'est pas tout à fait hors zone, mais il n'est pas dans la Fédération du Mali parce qu'il est ressortissant du Togo. Dani, si tu veux bien remonter, justement, pour dire 2 mots avant que l'on ouvre le space, justement, aux gens qui souhaitent prendre la parole. Et je rappelle encore une fois que nous avons un de nos invités qui a du mal à monter pour l'instant, mais qui va monter. C'est le ministre Danyoko, spécialement connaisseur justement des problématiques liées à la Fédération du Mali. Sinon, je rappelle aux uns aux autres que le space est ouvert. Demande la parole qui veut, justement pour réagir sur l'introduction d'une part et surtout sur la contextualisation que nous a faite Monsieur le professeur Maurice Soudiek John, qui est professeur agrégé de sciences politiques et enseigne donc à l'université Cheikh Anta Diop, et puis le ministre Danyoko qui va devoir monter. Encore une fois, la parole est à qui veut la prendre. Je rappelle simplement que le fil de discussion nous permet de lire un certain nombre de réactions, dont celle de Chadet, qui dit « Prenons place et écoutons, c'est éducatif, historique et gratuit ». Mémoire du Mali, qui nous a mis en place justement un trade de la Fédération du Mali, une tentative d'unité en Afrique de l'Ouest. Détouré qui nous dit il y avait une opposition entre fédéralistes, Senghor, Modibo, Apiti, Amego et la Mauritanie versus confédéralistes, Houphouët, Boigny, Diori, ayant entre une opposition Fédération du Mali versus Conseil de l'entente. Toujours détouré, c'est des problèmes d'ego résultant des élections pour le président de la fédération. Ce problème d'ego, alors j'ai perdu détouré là, oui. Ce problème d'ego résulte de la balkanisation de l'Afrique avec les petits chefs. Masterpiece, merci du débat, la Fédération du Mali doit être enseignée afin que la jeune génération s'en imprègne. Omar Diko, le décret du 27 août 1892 fait du Soudan français une colonie pleinement autonome qui est alors placée sous l'autorité d'un gouverneur avec tous les pouvoirs civils et militaires. Le 10 septembre 1892, Louis Archinard devient le premier gouverneur du Soudan. Détouré, le retrait du Dahomey et de la Haute-Volta a cristallisé l'opposition entre deux acteurs, sans un troisième ou quatrième acteur. Issa Traoré, les divergences sur la structure fédérale et les méthodes de gouvernance ont créé des tensions. Il y avait également un problème de leadership, sans oublier l'influence extérieure. Oumarou Diko, le Soudan français, qui était l'appellation du Mali actuel, est une colonie constituée par la France à partir des anciens États du Kénédougou, de Babemba Traoré, d'Almami Cheikh Oumar Tall de Ségou et de Samori Touré, contre lesquels les troupes commandées par Joseph Gallieni, Oumarou Diko toujours, le premier mot n'était pas terminé. Le décret du 18 août 1890 transforme l'extension territoriale du Sénégal, à l'époque désignée sous le nom du Haut-Fleuve, en identité administrative qui prend le nom de Soudan français, avec Caille comme capitale. Black Tiger, dès lors que vous n'intégrez pas
Dès lors que vous n'intégrez pas les avantages et les inconvénients dans un projet d'association, vous partez droit dans le mur de la discorde. Les ambitions personnelles ont contribué à l'explosion des prémices de rassemblement. Soutien total au général Kandé. Bonsoir à tous, je n'entends pas le son. Bah, évidemment, le Space n'avait pas commencé. Mex Sommet a posté le Conseil de l'Entente et puis le site internet sans doute du Conseil de l'Entente. Black Tiger, est-il possible de faire une fédération ou une confédération sans la confiance? Nous n'avons pas traversé cette période, mais les vraies raisons d'une association ont foudroyé des ambitions sans fondement. Pierrot Diem, placé dans le contexte actuel un 19 août, quand Senghor faisait un appel de l'insurrection, les traits et attitudes prêtés à Modibo Keïta s'appliquent 63 ans après à Macky Sall, né après les indépendances, président de la République du Sénégal. Mademba Asdiaye, très bonne introduction. Ce qui est difficile dans l'analyse sera d'oublier le Modibo et le Senghor post-1960. Évidemment, l'éparpillement des États était leur vision tous les deux contre Houphouët-Boigny, Houphouët et la France. Après, il y a les vicissitudes liées. Après, il y a les vicissitudes liées. Je me perds un peu Après, il y a les vicissitudes liées aux fortes personnalités de Modibo, de Senghor et aussi, on l'oublie, de Mamadou Dia qui refuse les concessions que Senghor voulait faire. Et même le jeu de Lamine Gueye. Côté malien comme côté sénégalais, je ne suis pas sûr que tous les leaders voulaient vraiment de cette fédération. Et une fédération à deux, ça ne marche rarement, dit-on, en tout sujet important. Bassirou Diarra, avec une nation unie, comme elle est aujourd'hui, un leadership est vite assassiné. Il faut profiter de l'opportunité des BRICS pour créer des entités fortes. Ismaël, j'adore ce genre de space. Koulibaly, il n'y a pas de fédération au Mali. Comment quelqu'un qui est en prison peut gérer les hommes? Il faut dissoudre cette soi-disant fédération et il faut mettre la transparence dans la gestion du football malien. Bon, je crois que ça n'a rien à voir avec le sujet. Tiger, dès lors que vous n'intégrez pas, je l'ai dit, et puis voilà. Salifou qui visiblement a posté un mot dont on me dit que ce poste peut comporter du contenu sensible. Alors je sais pas ce que c'est. Mademba Asdiaye, je pense que j'ai lu toutes les réactions. Est-ce qu'on peut faire une approche ou une comparaison entre la Fédération du Mali et la confédération actuelle AES entre le Mali, Niger et le Burkina? C'est Abdoulaye Ag Ibrahim. Toujours Abdoulaye Ag Ibrahim, quand on voit que les trois pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, une organisation d'intégration, et ils ont créé une autre organisation avec des pays qui n'ont pas accès à la mer. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les réactions, j'ai donc une demande de prise de parole de Mex Sommet et ensuite de Détouré. Mex en premier et Détouré en second. Mex. Oui, bonsoir à tous. L'histoire de la Fédération du Mali, tous ceux qui se sont intéressés à l'époque et au processus de décolonisation de nos pays ont un peu étudié le sujet. Donc moi, je m'aligne complètement sur l'intervention du professeur Maurice, je vois pas le reste de son nom. Par contre, j'attirais votre attention sur le fait que Houphouët-Boigny il était à la tête d'un truc qui s'appelait le Conseil de l'Entente, qui a été créé en 1959, en concurrence avec la fédération que proposaient le Mali et le Sénégal au Burkina et au Dahomey. Et au Togo aussi. Le Togo, je suis pas sûr. Donc, et c'est avec le Conseil de l'Entente et les financements qui venaient avec le Conseil de l'Entente qu'il a décroché ces trois pays-là du projet de fédération. C'est juste cette petite précision que je voulais apporter et c'est pour ça que j'ai mis en commentaire le lien vers le site du Conseil de l'Entente. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être parler deux mots de ça. Je ne sais pas si le professeur Maurice John, quand il prendra la parole, va réagir, mais je ne suis pas sûr que la vocation du Conseil de l'Entente soit la même que celle de la Fédération du Mali. Bien évidemment, l'objectif de Houphouët-Boigny, aidé en cela sans doute par la France, parce qu'il y a des écrits là-dessus, c'était d'empêcher justement qu'il n'y ait plus de regroupement autour de Modibo Keïta. Et dans le cas de la Fédération du Mali,
de peur qu'aujourd'hui les options socialistes et totalement indépendantistes ne prennent le pas justement sur toute autre idée de communauté franco-africaine d'une part, ou de leadership dans la zone, notamment en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui se disait leader au plan économique et leader également au plan politique du fait de la présence du président Houphouët-Boigny. Détouré à la parole, mais sur ce point, je pense que le professeur Maurice John va réagir. Détouré. Merci bien. Moi, en fait, je l'ai dit dans mon poste, hein, il y avait une opposition entre fédéralistes. Tout ce qu'il y a comme Modibo avec le président du Bénin, le président de choses du Burkina Faso, et puis aussi, il y avait la présence aussi de la Mauritanie qui n'est pas souvent indiquée parce que aux premières réunions de la fédération au Mali, je pense que la Mauritanie aussi était présente comme observateur. Donc ça, ce n'est pas indiqué. Et c'est que moi, j'ai lu en fait de la documentation là-dessus. Et je pense que le rôle de la France a été très important dans l'éclatement de la fédération parce que dès après la rencontre de Bamako, la première réunion de Bamako, de ce que j'ai vu juste après la réunion, le président du Bénin, Apiti, est parti en France. Je pense qu'il a été, bon, c'est ce qui se fait maintenant, il a été convoqué en France. Et je pense que de ce que j'ai lu, il y a des promesses qui ont été faites au Bénin et dès son retour, le référendum d'adhésion qui était prévu n'a pas été organisé au Bénin. Et au Burkina Faso, il y a eu un nouveau gouverneur qui a été envoyé au Burkina Faso, qui a travaillé à ce que le Burkina aussi se retire en complicité avec Houphouët-Boigny, qui étaient eux les confédéraux, pour que la fédération ne soit pas en place. Donc, il y avait cette opposition entre les confédéraux qui pensaient que, en fait, les États doivent rester dans une confédération avec la France et l'autre, les fédéralistes qui pensaient qu'il faudrait que les États africains se réunissent et qui forment un grand ensemble plus viable. Donc, pour moi, à côté de ce rôle joué par la France et Houphouët-Boigny, je pense aussi que la question, en réalité, se construit aussi autour de la balkanisation de l'Afrique. Parce que quand on remarque en réalité les découpages qui ont été faits de nos territoires, elles ont été faites de telle sorte qu'on ait des petits territoires non viables. Et donc, on a créé en fait des chefs locaux qui en fait avaient leurs cours et autres. Et donc, c'est sur la base de cette balkanisation-là que quand il a fallu avoir une fédération du Mali, les questions d'ego se sont exprimées également avec l'opposition entre les Maliens et les Sénégalais sur des questions de poste. Et cette opposition, certains auteurs pensent qu'il n'y a pas eu un troisième, il n'y a pas eu des arbitres. Si la Confédération avait eu le Dahomey et la Haute-Volta, donc l'opposition entre Maliens et Sénégalais aurait eu un autre arbitre. Donc, cela pouvait permettre en fait d'atténuer les tensions. Et donc, quand on regarde cette dynamique, je me dis en réalité que depuis la création, avec le fait que les gens aient travaillé pour que le Bénin et la Haute-Volta se retirent, participaient en fait de cette logique-là, de créer cette opposition entre Maliens et Sénégalais pour que la fédération ne puisse pas se mettre en place. Donc, ce sont les deux options. Et puis, en plus de ça aussi, les options économiques n'étaient pas forcément les mêmes, avec une option socialiste beaucoup plus au Mali, et puis une option, c'est vrai, elle était socialiste au Sénégal, mais beaucoup plus libérale, avec tout ce qui accompagne, comme aussi les positions politiques de Modibo et des Soudanais, qui étaient beaucoup plus radicales en termes de rupture que la rupture soft qui était prônée par les Sénégalais. Merci beaucoup, maître. Merci infiniment. J'ai pu avoir le ministre Diadier Danyoko au téléphone. On va donc lui donner la parole
pour que, par rapport à ce qu'il a entendu aussi bien de monsieur le professeur que dans mon introduction, que des réactions tout à l'heure, qu'il nous dise son opinion. Donc, on lui laissera le temps justement qu'il s'exprime justement parce que c'est un des connaisseurs du sujet de la fédération. Monsieur le ministre Danyoko, vous pouvez parler. Merci beaucoup. Je voudrais vous présenter mes regrets de prendre le train en marche. J'ai tenté d'entrer dans le space depuis le début, mais ça n'a pas été possible. On a quelques soucis avec l'électricité ici à gérer, mais voilà. Alors, pour ce que j'ai entendu, je partage en grande partie les analyses qui ont été développées par certains intervenants. Ce que je voudrais, là où je voudrais mettre l'accent, parce que j'étais un témoin, j'avais une dizaine d'années, et j'étais un témoin de cette aventure fantastique qui nous a tous fait rêver. Et je voudrais m'appesantir sur ces aspects-là que beaucoup d'entre nous ignorent, parce que ce sont des aspects plutôt cachés, dirons-nous. Je vais utiliser un langage parfois terre à terre pour permettre à ceux qui nous écoutent de bien suivre. Sur l'adhésion populaire à cette vaste entreprise dont le but était de créer l'homme africain nouveau, l'homme malien nouveau, en référence donc à la fédération en construction, je dois pouvoir dire que de part et d'autre du fleuve Sénégal, les populations aussi bien soudanaises que sénégalaises avaient marqué une forte adhésion. J'en veux pour preuve le voyage que le leader soudanais Modibo Keïta a effectué juste à la veille de la proclamation de l'indépendance de la Fédération du Mali, de la capitale du Soudan, Bamako, donc jusqu'à la capitale du Sénégal, partout où le train du leader soudanais s'est arrêté avec ses compagnons, il a été accueilli par une foule en délire, une véritable liesse populaire. Et le jour de la proclamation de l'indépendance, à partir de les environs du palais du gouverneur à l'époque jusqu'à ce qui est devenu la place de l'indépendance aujourd'hui à Dakar et qui était la place Projet, tous ces environs-là étaient noirs de monde. Il s'est passé des choses que d'un point de vue, si on veut les analyser d'un point de vue rationnel, on éprouve quelques problèmes. Je m'en vais vous citer certaines de ces choses-là. La montée des couleurs du Mali, à cet instant-là. Cette foule en liesse s'est rendue compte que le drapeau tricolore, le drapeau du Mali avait été monté à l'envers. Et on a vu, dans une grande sidération, le drapeau du Mali flotter entre ciel et terre et le Kanaga, le symbole d'Ogon, de ce qui devait être l'homme malien nouveau, l'homme africain nouveau. On a vu cet homme suspendu entre ciel et terre, la tête en bas, les pieds en l'air. C'était à la fois triste. Et on s'est demandé comment le peloton chargé donc de la montée des couleurs au niveau d'un bâtiment administratif aussi important, aussi majestueux que la résidence du gouverneur, que ce peloton-là, qui a dû faire cet exercice-là moult fois, choisit ce jour-là de monter le drapeau à l'envers. Ça, c'est deuxièmement. Le leader soudanais, le président donc de la fédération du Mali, Modibo Keïta, s'est trouvé bloqué dans son ascenseur quand il a voulu descendre de ses appartements pour venir dans la salle où devait se tenir donc cette cérémonie d'inauguration. On ne peut pas, jusque-là, on ne nous a pas expliqué comment un tel événement a pu se produire. Évidemment, le dernier point, c'est quand le président Modibo a reçu la clé en or de la résidence, cette clé-là lui est tombée des mains. On peut mettre ça au compte d'une émotion. Mais ce que je vais vous révéler, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux vus, c'est lors d'une soirée, la veille de la proclamation de l'indépendance, le 20 juin 1960, lors d'une soirée de réjouissance organisée par des membres de la communauté soudanaise à Dakar, l'on a vu quelque chose d'extraordinaire. Sur les coups de minuit,
un chat noir s'est invité dans le cercle de danse. Moi, comme je le disais à l'entame de mon propos, j'étais à côté des anciens. Je m'occupais du service d'eau. De temps en temps, je faisais des pirouettes pour aller chipper quelques pièces que les spectateurs emportaient, jetaient à des danseuses, tout aussi en diablé. Et j'ai entendu dire de la bouche d'un vieux, d'un sage, que cette affaire-là ne fera pas long feu. Jusqu'à aujourd'hui, le spectateur que j'étais, l'homme que je suis devenu, je me pose toujours cette question-là. Et ce n'était pas le seul témoignage. Dans les mémoires éponymes de Mamadou Gologo, un auteur, un homme politique malien aujourd'hui décédé, compagnon de Modibo, ces mémoires-là, on les a retrouvées dans ses archives, dans ses malles. On les a publiés cette année même. Il était présent en même temps que Amadou Hampâté-Bâ. Et en référence aux 3 épisodes que j'ai cités, la montée des couleurs à l'envers, la panne de l'ascenseur et la clé qui tombe des mains de Modibo, le sage qui était Amadou Hampâté-Bâ a eu ces mots: cette affaire-là ne marchera pas. Alors là, à rebours de toutes les analyses qui ont été faites et que je partage, je voulais mettre à la disposition donc de ceux qui nous écoutent ces aspects-là pour qu'on se demande, on cherche ensemble à savoir qu'est-ce qui peut expliquer cette irruption de ces éléments irrationnels dans une entreprise humaine de haute volée qui semblait maîtrisée. Voilà. Pour en revenir maintenant aux causes principales, on l'a dit, mais je crois effectivement que les questions de leadership n'ont pas été suffisamment discutées. Les rôles n'ont pas été suffisamment étudiés pour voir qui peut faire quoi. Et face à ce qu'on a pu qualifier de dogmatisme du côté soudanais et de flexibilité, de souplesse du côté sénégalais, il y a la réalité de l'exercice d'un pouvoir qui vient à peine né, mais pour la gestion duquel les leaders du côté sénégalais comme du côté soudanais ne se sont pas entendus. J'en veux pour preuve la question du choix de la personnalité devant présider aux commandes de la fédération. Pour les Soudanais, l'architecture qui avait été mise en place avec comme président du conseil de la fédération, du conseil fédéral, donc Modibo Keïta, vice-président Mamadou Dia, avec un gouvernement très resserré, paritaire, 4 Sénégalais, 4 Soudanais. Pour la partie soudanaise, cela suffisait amplement au regard des défis énormes que la jeune institution devait relever, cela suffisait suffisamment. Il n'était pas besoin d'alourdir cette architecture-là par une présidence fédérale. Une présidence fédérale à laquelle la partie sénégalaise tenait mordicus. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est la désignation, effectivement, du chef d'état-major de l'armée malienne. 2 colonels étaient en lice. Le colonel Fall, du côté sénégalais, proche de Mamadou Dia, et le colonel Soumaré, côté malien, proche de Modibo. Eh bien, il faut savoir que Mamadou Dia était, en plus de son titre de vice-président, était aussi en charge de la défense. Pour lui, sa lecture de la chose, c'est que c'était à lui qu'il revenait de proposer un candidat pour ce poste-là. À l'opposé, la partie malienne a fait valoir le fait que les 2 colonels qui étaient en lice avaient le même grade. Et donc, ce qui pouvait les départager, c'est celui qui était le plus ancien des 2 dans le grade de colonel. Et là, incontestablement, c'était le général, le colonel, excusez-moi, il est devenu général après, bien sûr, quand il a rejoint Modibo dans ce qui est devenu après la République du Mali. Mais le colonel Soumaré, à l'époque, était le plus ancien. Notons que les 2, d'ailleurs, se connaissaient et s'appréciaient beaucoup. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une construction qui a pris du temps, parce qu'effectivement, la construction de la fédération, ceux qui m'ont précédé l'ont rappelé, ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y a eu des conciliabules, il y a eu des rencontres, il y a eu des visites de terrain, des missions sur le terrain, il y a eu des rencontres
au niveau du Soudan, au niveau du Sénégal, avec les populations. Et donc, une affaire qui a pris tout ce temps-là, en une demi-nuit, je dirais même pas une nuit, parce que entre 19h et 0h, la boucle était bouclée. La fédération a échoué. Modibo a été mise en résidence, surveillée, le temps qu'on le mette dans un train qui l'a ramené au Soudan. Et donc, voilà un peu ces aspects-là que le jeune que j'étais a pu constater et qui m'ont prédisposé, m'ont conduit à vouloir en savoir davantage, au-delà de tout ce qu'on a pu dire. Mais il est certain que le rôle des puissances, de la puissance colonisatrice a été fondamental. Ça, cela a été dit et redit. On ne cessera pas de pointer du doigt ceux qui ne voulaient pas du tout d'une fédération et qui plutôt penchaient en faveur d'une, j'allais dire, même pas d'une confédération, mais d'une union de caractère économique plus souple, plutôt que la fédération qui était caractérisée par une certaine rigidité. Voilà un peu, pour ne pas refaire le débat, en m'excusant encore d'avoir pris le train en marche, ce que je voulais apporter comme contribution, et je reste à disposition pour approfondir certains aspects et revenir sur certains points. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le ministre, et nous vous gardons en ligne. Merci pour ce rappel, non seulement historique, mais fondé sur du factuel assez important pour les jeunes mémoires que nous sommes et qui ne sont pas capables toujours de pouvoir nous imaginer ce contexte-là. Et sachant bien que le Soudan de l'époque et le Sénégal, en ce qui concerne la fédération, sont deux pays qui sont suffisamment bien ancrés dans les traditions avec un aspect conservateur assez puissant. Dans un contexte aussi bien sénégalais que soudanais de l'époque, voir un chat noir au milieu de la foule peut être inquiétant, voir qu'une clé qui est remise avec tant de solennité tombe des mains d'un chef d'État comme celui, comme Modibo Keïta peut aussi être inquiétant. Je ne sais pas si les mauvais esprits étaient dans l'ascenseur pour le bloquer un moment avec le président Modibo Keïta, mais on peut éventuellement penser que ça peut être de l'ordre du sabotage, sachant bien que tous ceux qui avaient intérêt à ce que cette fédération ne se fasse pas étaient assez nombreux, et le drapeau qui monte en l'envers, bien évidemment, quand on a un esprit africain, on raisonne toujours sur le mauvais sort, mais derrière le mauvais sort, on lit aussi des indications qui laissent croire aujourd'hui que le projet qui est déroulé n'est un projet qui n'est pas bon pour les peuples, qui n'est pas bon pour les pays et sans doute qui ne va pas aller loin. Alors, du fin fond du cœur, je voudrais te dire merci Amine pour avoir été là, pour avoir pris la parole. Merci à Chadé, merci à Mex, l'impayable. Merci à Sogba, merci à Masterpiece qu'on découvre. Merci infiniment, monsieur le professeur John. Merci infiniment, monsieur le ministre Danyoko. Merci à tous ceux qui ont pris la parole, à tous ceux qui ont écouté, à tous ceux qui ont agi, détouré. Et tout le monde, un grand merci. Merci beaucoup à vous tous et bonne soirée. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.